Allez, on va commencer. Est-ce que vous voyez toutes et tous le diaporama? Mhm. OK. Donc, je commence avec l'équipe. Je me suis un peu inclus dedans. C'est peut-être un peu abusif. Là, je suis en train de me faire cette réflexion en direct alors que j'ai absolument rien élaboré dans l'outil. Je suis le gérant d'Ortho Édition et j'ai eu le plaisir de recevoir Ebra il y a maintenant un petit moment. Enfin, ça a été à la fois, les autrices pour vous le dire, à la fois aussi rapide, mais à la fois extrêmement long et fastidieux, parce que c'est un outil très complet que vous allez voir. Pour rentrer un peu dans les détails techniques, moi, je vais regarder les questions en direct pour voir si c'est pertinent d'intervenir en direct. Sinon, je vais noter les questions pour la fin du webinaire et je reviendrai vous parler rapidement en fin de webinaire pour vous présenter les aspects plus techniques de l'outil, donc le prix, et si vous avez des questions plus techniques sur les accès numériques ou sur les versions papier que je vais aller chercher en tout temps. Bon, moi, c'est Nadia Bréjon. Et je vais vous parler un petit peu de la création de l'outil pendant un petit moment. Ensuite, on a le plan là. Voilà. Une introduction avec pourquoi on a fait ce bilan, le contexte de l'EBRA, la présentation de la batterie. Et puis, Ilona va vous faire une simulation de bilan pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Et puis, enfin, on terminera par des questions, si vous en avez. Voilà, donc, du coup, la création de ce bilan est née un peu parce que les orthophonistes constataient un manque d'outils précis pour évaluer le bégaiement, donc les orthophonistes qui exercent et aussi les enseignantes dans les écoles d'orthophonie aussi. Et donc, il y a un certain manque d'outils en France, en tout cas, pour évaluer le bégaiement chez l'enfant, l'ado et l'adulte d'ailleurs. Et là, on va se concentrer sur l'adulte. Les bras est vraiment pour l'adulte, quoique ça peut fonctionner aussi pour l'adolescent. Peut-être que vous aurez des questions dessus, on en reparlera tout à l'heure, mais là, on va aujourd'hui vraiment se focaliser sur l'adulte. Donc, les pratiques varient beaucoup d'une orthophoniste à l'autre et les bilans sont assez subjectifs. Ils sont descriptifs, donc c'est un peu l'orthophoniste qui décrit ce qu'elle voit, donc c'est très intéressant, mais il n'y a pas vraiment d'indicateurs objectivables et les repères sont parfois un petit peu flous. Donc, oui, je disais que c'est parfois un petit peu subjectif et descriptif et il existe déjà des échelles. Il y a pas mal d'échelles pour évaluer notamment le bégaiement ressenti, mais elles sont souvent assez longues à administrer et elles ne sont pas forcément adaptées au bilan. C'est-à-dire que c'est des échelles très intéressantes pour approfondir au moment du suivi orthophonique, mais pas vraiment pour une première rencontre avec le patient. Donc, on a voulu faire des échelles qu'on pouvait utiliser dès le premier entretien. Donc, les objectifs de l'EBRA, c'est évaluer précisément et objectivement le bégaiement, voir les manifestations observables du bégaiement, audibles et visibles. Donc, dans les manifestations audibles, on a la quantité des dysfluences, le type de dysfluence, est-ce que le patient va faire surtout des blocages, répétitions, prolongations, mais aussi les abandons de messages, les modifications de mots et les mots d'appui, etc. Et les difficultés aussi au niveau de la voix, est-ce qu'il a une hypophonie ou des difficultés de maîtrise de l'intensité ou de la hauteur vocale. Dans les signes visibles qu'on va essayer d'évaluer aussi, il va y avoir les tensions motrices et aussi les syncinésies et les difficultés de communication plus générales. Est-ce qu'il a un bon contact visuel et voilà, tout ce qu'on peut voir en tout cas dans la communication du patient. Alors, l'autre objectif, c'est d'obtenir des scores exploitables pour les orthophonistes, évidemment, structurer le bilan et suivre l'évolution. Si on a des scores précis, ça va être plus facile de constater l'évolution du patient si on refait le même bilan un peu plus tard. Poser un diagnostic aussi. Donc, le diagnostic, évidemment, de bégaiement, et ça paraît évident, mais c'est pas toujours si évident à poser.
Moi, j'ai eu plusieurs fois des patients qui venaient pour un bilan de bégaiement et qui m'avaient dit, bah, j'ai déjà fait un bilan il y a 4 ans, 5 ans, et comme j'ai pas bégayé pendant la séance, l'orthophoniste ne m'a pas suivi. Là, avec les bras, ça, c'est pas possible. Même si le patient ne bégaye pas pendant la séance, normalement, il devrait, avec les scores obtenus, justement, on devrait voir qu'il y a un bégaiement. Et puis, prendre les décisions cliniques aussi pour savoir ce qu'on veut travailler en premier, ce qui est prioritaire, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Les scores sont importants pour le patient aussi, pour mieux comprendre ce qu'on est en train de mesurer aussi. On peut évidemment les partager avec lui à la fin du bilan, ce qui va lui permettre de s'impliquer davantage. Plus il comprend ce qu'on fait, plus il va s'impliquer dans la rééducation. Et aussi, alors, c'est constater l'évolution. Alors, personnellement, j'administre l'aide-bras depuis plusieurs années maintenant. Et c'est extrêmement intéressant dans le bilan de renouvellement que le patient observe l'évolution de ses scores. Parce qu'il peut dire, oui, j'ai un petit peu moins honte qu'avant, mais si on dit, ah ben, avant, vous aviez 10 sur 10 sur l'échelle de la honte, maintenant, vous avez 3, ou avant, dans les évitements, vous aviez 8, vous n'êtes plus qu'à 2, il va vraiment constater les progrès. Donc, c'est très utile pour ça, les scores. Et pour la recherche aussi, important, donc de disposer de données chiffrées, comparables. Il n'y a pas énormément de recherches en orthophonie, en bégaiement en France, mais il y en a un petit peu quand même, notamment les mémoires d'orthophonie, et pouvoir établir une base au début d'une rééducation pour mesurer l'efficacité, c'est toujours intéressant. Et puis enfin, pour la sécurité sociale, pour justifier la prise en soin. Donc, pour l'instant, elle nous laisse à peu près tranquille, la sécurité sociale, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et c'est bien de pouvoir s'appuyer sur des mesures concrètes et documenter l'évolution du patient. Alors, je vais vous présenter la batterie. Elle comporte 3 livrets. Il y a le manuel d'utilisation, le livret de passation et le livret matériel. Donc, dans le manuel d'utilisation, on a la présentation de les bras, l'élaboration, comment elle a été conçue et la passation. La finalité de toutes les épreuves et des questions, la finalité des questions qu'on va poser aux patients. Le livret de cotation avec comment coter et comment interpréter les résultats. Et puis, on a à la fin les outils complémentaires si on veut aller évaluer surtout le bégaiement ressenti de façon plus approfondie. Et ça va se faire dans un deuxième temps. On ne va pas sortir les outils le jour du bilan, mais on les présente ici pour pouvoir aller plus loin. Et puis aussi, comment administrer le bilan en partenariat de soins. Alors, ensuite, le livret de passation. Il comporte plusieurs domaines. On va évaluer le bégaiement ressenti du patient avec le retentissement du bégaiement dans sa vie quotidienne, sa gêne dans les différentes situations de la vie quotidienne, ses conduites réactionnelles avec l'anticipation, les évitements du bégaiement et les évitements de situations aussi et les réactions du patient face au bégaiement quand il arrive ou quand il a peur qu'il arrive justement. Et les émotions, enfin, et là aussi, on propose un certain nombre d'émotions aux patients parce que ces émotions vont contribuer à élaborer le score. Donc, on est obligé de les demander telles quelles. Et puis après, il y a les émotions que le patient va pouvoir évidemment rajouter, mais qui ne vont pas contribuer à l'obtention du score. Ensuite, on a le bégaiement apparent. Donc, dans le bégaiement apparent, on a des épreuves de paroles dirigées, donc du langage automatique, dénomination, invention de phrases, lecture et récit. Et ça, c'est plutôt pour déterminer l'évolution du patient, avoir des chiffres, des pourcentages précis, mais ça ne représente pas vraiment le bégaiement spontané. Donc, on va établir le score du bégaiement apparent uniquement en lien avec le langage spontané ensuite. Où l'orthophoniste va déterminer, pour établir le score, les disfluences.
Donc, essayer de repérer le type de dysfluence et la fréquence, les tensions physiques, les bruitages parasites, les modifications vocales et les modifications articulatoires aussi. Ensuite, on a les habiletés de communication. On va essayer, ça c'est l'orthophoniste aussi qui va essayer de les déterminer suite à l'entretien ou pendant l'entretien. Au début, on fait beaucoup de choses peut-être après, mais au fur et à mesure, quand on a l'habitude, on peut le faire tout au long du bilan. Les habiletés de communication, elles sont non-verbales, c'est-à-dire mimiques, gestuelles, etc. Les paraverbales, les intonations, les pauses que fait le patient. Conversationnelles, sa place prise dans l'échange, est-ce qu'il prend des initiatives de communication, est-ce que son discours est informatif, et l'écoute qu'il a de la personne qui lui parle, le contact visuel et les tours de parole. Voilà, tout ça, ça va être un peu codé pour avoir à la fin des scores aussi. Et ensuite, on a le volet plurilinguisme. Le volet plurilinguisme, il est à faire dans un deuxième temps. On a souvent des patients qui parlent plusieurs langues. On va leur demander s'ils parlent plusieurs langues le jour du bilan, mais on va pas faire ce volet-là parce qu'on va redemander des épreuves de dénomination, d'invention de phrases et tout ça, ça ferait beaucoup trop long. Donc, on peut le faire la séance d'après ou une ou plusieurs séances ultérieures pour déterminer les informations générales sur l'acquisition des deux langues et l'apprentissage des deux langues, l'utilisation surtout des deux langues au quotidien et déterminer aussi l'impact du bégaiement dans les deux langues. Voir si c'est nécessaire de travailler sur cette deuxième langue dès le début parce que le bégaiement ressenti est beaucoup plus important, par exemple dans cette deuxième langue, et c'est important de le travailler dès le début ou pas. Voilà. Alors, on sait que là aussi, dans le plurilinguisme, on va avoir une évaluation du bégaiement ressenti et apparent. Donc, le ressenti, évidemment, ça se fait en français. Apparent, ça va se faire dans la langue étrangère. Mais on sait, hein, la recherche, elle a montré que les orthophonistes sont capables de déceler et d'analyser du bégaiement, même dans une langue qu'elles ne comprennent pas. Donc, ça va permettre de voir un petit peu la place qu'on veut donner à cette deuxième langue dans la rééducation future. Alors, le livret alors juste, j'ai oublié de parler des versions. On a une version pour le bilan initial et puis une autre version pour le bilan de renouvellement qui est un peu moins longue. Il y a des questions qui n'y figurent plus, notamment toutes celles sur l'anamnèse, la petite enfance, et certaines sont ajoutées pour parler de l'évolution selon le patient. Et on a aussi deux versions, la version manuscrite de toutes ces épreuves dont je viens de vous parler, avec les livrets où on note papier-crayon en fait, et une version informatisée où on peut noter directement en ligne les réponses du patient, faire les épreuves et noter tous ces commentaires, tout ce qu'on veut noter, et ça va calculer automatiquement le score à la fin et générer avec ces scores, générer en fonction des réponses un compte rendu. Donc ça, pour ce point-là, est très utile parce qu'on n'a pas besoin de rédiger le compte rendu. Alors, ensuite, on a le livret matériel avec l'échelle d'évaluation du bégaiement ressenti qui va rester devant le patient, grosso modo, pendant toute la partie du bégaiement ressenti. Alors, l'échelle, elle est entre 0 et 10. Il y a beaucoup d'échelles, notamment dans les autres bilans de bégaiement, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément un bilan, mais pour le suivi, où on a d'accord, pas d'accord, ou un peu, beaucoup, souvent, très souvent. Là, on a préféré mettre des scores entre 0 et 10 parce que ça correspond mieux à ce que ressent le patient. Et sinon, il n'est pas forcément dans une case entre très souvent et souvent, il ne sait pas trop où se placer. Donc, c'est entre 0 et 10. Et si le patient ne sait pas vraiment où il se situe, j'hésite entre 3 et 4, il n'y a pas de souci, on peut mettre 3,5. Et ça arrive souvent. Les patients sont « Ah, très bien, je peux mettre le demi-point, ça les arrange. »
Et ensuite, dans le livret matériel, on a les supports d'évaluation du bégaiement apparent, c'est-à-dire les images pour la dénomination et l'invention de phrases et le texte à lire. Alors, le bilan, la durée moyenne du bilan, c'est 1h30 à 2h. Ça dépend de surtout de comment le patient a envie de développer toutes les questions du bégaiement ressenti. S'il a beaucoup de choses à dire, ça peut durer plus longtemps. Personnellement, j'ai toujours gardé 2 heures pour les bilans adultes parce que je trouve que accélérer, presser le bilan adulte, c'est pas, on démarre pas très bien, je trouve. Mais voilà, donc 2 heures, pour moi, c'est bien, on est tranquille. On n'est pas obligé de tout faire le même jour. Ça va pas changer les scores ou quoi que ce soit. On peut administrer le bilan en 2 fois. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux commencer par le bégaiement ressenti et faire le bégaiement apparent un peu plus tard. Et il n'y a pas de souci pour le couper en 2. Et la partie la plus longue, c'est incontestablement le bégaiement ressenti. Le bégaiement apparent va assez vite parce que c'est plus important, le bégaiement ressenti. Et il y a eu 5 mémoires qui ont permis d'obtenir suffisamment de données entre les patients et les orthophonistes pour faire une étude statistique et déterminer les classes de sévérité du bégaiement. Donc, il y a Bérangère Lepin et Anne Bonnefoy-Mathieu qui ont participé au travail sur le bégaiement ressenti. Et puis, Louise Autran et Marion Pichet, Charlie Jacquier ont permis d'avoir les résultats suffisants pour classer les scores dans ces catégories très léger, léger, modéré, intense ou très intense. Et la bonne nouvelle, enfin j'allais dire la bonne nouvelle, mais on ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la validité inter- et intrajuge. Donc interjuge, c'est-à-dire que différentes orthophonistes vont donner des scores similaires, en tout cas suffisamment similaires pour obtenir la même classe de sévérité en évaluant le même patient. Donc, toutes ces évaluations ont été faites en vidéo pour pouvoir proposer exactement les mêmes données, les mêmes images et les mêmes bégaiements à toutes ces orthophonistes qui les ont testés. Et ensuite, il y a une bonne validité aussi intrajuge, c'est-à-dire que si une orthophoniste teste un patient une fois, on ne leur a pas dit, mais elles devaient recommencer 1 mois après et elles obtenaient le même score pour le même patient. Donc ça, c'est bon signe. Ça montre que le test est fiable et sensible aussi. Et ensuite, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a essayé de regarder si les scores variaient entre les orthophonistes expérimentés et les orthophonistes débutantes. Et alors, le temps de cotation pour le bégaiement apparent était différent et plus long pour les orthophonistes débutantes, mais par contre, les résultats étaient identiques. Donc, il n'y avait pas de différence entre leurs résultats. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on s'est dit on peut obtenir des réponses et des scores adaptés, même quand on débute dans la profession, avec ce bilan qui est donc très précis. Voilà, donc je vais passer ici à Ilona. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se passe pour la passation informatisée, du coup. Alors, donc, quand on se connecte du coup sur Orthoédition et qu'on arrive sur la plateforme, ça se présente comme ça. Donc, vous allez avoir ici les documents imprimables. Donc, en fait, c'est tous les documents de la batterie qu'on a aussi en version manuscrite qu'on peut imprimer. Et ce qu'on a rajouté, c'est aussi un compte-rendu de bilan vierge pour celles et ceux qui souhaiteraient réaliser les bras en version manuscrite, qu'ils aient quand même une trame de bilan qui puisse être remplie pour faciliter la rédaction du compte-rendu. Sinon, c'est tous les documents que vous obtenez en papier. Après, on va pouvoir ajouter donc des nouveaux patients et accéder ici à nos patients. Donc, on a créé un patient fictif pour ce soir. Hop. Et donc, quand on rentre dans le patient, on va avoir accès à la fois à ses anciens bilans et on peut créer un nouveau bilan.
quand on crée un nouveau bilan, on va indiquer si c'est un bilan initial ou de renouvellement, puisque justement, les questions vont être un petit peu différentes. Et on va pouvoir indiquer aussi quelle était la demande du patient. Donc, par exemple, quand on l'a eu au téléphone pour la prise de rendez-vous, dans quel contexte, pourquoi il souhaitait rencontrer une orthophoniste. Tout ça, comme ça apparaîtra dans le compte-rendu. Donc, je vais retourner pour vous montrer donc, sur la fiche du patient. Donc, nous, on va aller dans un ancien bilan pour vous montrer un bilan qu'on a un petit peu pré-rempli pour que ce soit plus simple en présentation. Donc, je vais dans le bilan initial. Ici, vous avez toutes les informations que vous avez rentrées donc, dans ce bilan-là sur les informations plus administratives de l'ordonnance. Et ensuite, vous allez avoir tous les onglets de l'EBRA dont Nadia vous a parlé juste avant, qui se présentent comme ça. Pour le bilan de renouvellement, ça va être la même présentation et c'est juste à l'intérieur les questions qui vont être un petit peu différentes. Donc, on va aller voir dans l'anamnèse et le bégaiement ressenti. Dans chaque catégorie, ça va se présenter de la même manière. Vous avez une première case qui consiste en la passation de ce volet-là, donc ici la passation du bégaiement ressenti. Et une fois que ce sera rempli, vous allez avoir la case avec la classe de sévérité du bégaiement qui se calcule automatiquement. Et quand vous cliquez dessus, donc je vais cliquer sur la case des classes d'intensité, on a l'étalonnage de cette partie-là qui vous permet de situer par rapport au score du patient, ici 91, où est-ce qu'il se trouve. Et à droite, vous allez avoir toujours un tableau de synthèse avec les scores que l'on retrouve par rapport à ce qui a été rentré, hop, que vous pouvez imprimer, que ce soit pour vous, pour garder une trace de ce qui est ressorti du bilan en manière plus synthétique, ou pour le patient. Donc là, vous avez tous les scores qu'on a remplis dans la passation, avec la classe d'intensité du bégaiement ressenti à la fin. Donc, on va aller voir pour la passation. L'idée, c'est de réaliser l'entretien et d'avoir l'ordinateur à côté pour remplir en même temps, ce qui vous permet d'éviter une double prise de notes et donc d'avoir le compte-rendu qui se génère automatiquement à la fin. Donc, vous allez avoir toutes les sous-catégories à chaque fois en haut sur lesquelles vous pouvez cliquer. C'est exactement les mêmes que dans la version manuscrite. Simplement, on a ajouté une case pour compléter qui permet d'être un petit pense-bête, en fait, quand le patient vous partage une information qui n'est pas forcément prévue ou alors vous ne savez pas forcément où la mettre, vous le notez là et après, vous aurez juste à l'inscrire manuellement dans le compte-rendu. Sinon, pour toutes les autres catégories, on va avoir différents types de questions. Donc, soit des questions où on va venir cocher la réponse par rapport à ce que le patient a partagé et on peut décrire dans les cases qui sont prévues. Pareil, on peut ajouter ses commentaires, comme ça, tout apparaît dans le compte-rendu. Il y a aussi des questions où on peut indiquer plusieurs réponses. Par exemple, à droite de mon écran, la raison de l'interruption du suivi. S'il y avait plusieurs réponses, on peut les cocher et comme ça apparaît. Et à partir du retentissement du bégaiement dans la vie quotidienne, c'est là que vont commencer les échelles dont Nadia parlait tout à l'heure. Donc là, on va mettre l'échelle en version papier devant le patient, de 0 à 10. Et à chaque fois, quand on va lui poser la question, on va lui demander de se situer. Et nous, on va remplir sur l'ordinateur, donc pareil avec les 0,5 qui sont possibles, sa réponse. Si à un moment, lors de la passation, vous vous questionnez sur comment on peut remplir, ou par exemple, si justement vous vous demandiez est-ce qu'on peut mettre des 0,5, etc., tout est détaillé dans le manuel d'utilisation. Pareil pour l'intérêt de chaque question, donc ça peut vous permettre de trouver les réponses à vos questions. Si on va dans les émotions, donc on ne l'a pas encore rempli pour pouvoir vous montrer un petit peu. Donc, on va demander par exemple au patient, avez-vous plutôt l'impression d'accepter votre bégaiement ou de lutter de façon permanente pour l'éviter? Et donc, on va cocher sa réponse à laquelle on peut ajouter un commentaire si on veut. Ressentez-vous du plaisir à parler, par exemple, un peu. Et en fait, tout ça va permettre la génération d'un compte-rendu qui est rédigé en phrases. Donc, on vous montrera ça juste après. Donc là, c'est les émotions. Donc pareil, on va pouvoir venir cocher. Donc l'anxiété, à combien il se situe, la honte, un sentiment de perte de contrôle, la colère. Sachant que même si on indique 0 à une émotion, ça va quand même apparaître évidemment dans le compte-rendu. Un sentiment de solitude. Et on peut écrire des choses. Y a-t-il des éléments en lien avec votre parole ou votre communication dont vous êtes fier? Oui, par exemple, oser rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Une fois qu'on aura terminé,
hop, ça s'enregistre automatiquement et donc ça vous permet d'avoir la classe d'intensité. Je retourne ici. Donc, pour le bégaiement apparent, c'est le même fonctionnement, sauf que là, on a les deux parties, donc la version bégaiement apparent en parole dirigée, donc les épreuves, et en parole spontanée. Donc là, c'est à réaliser soi-même, sans la présence du patient, où on va juste remplir en fonction de ce qu'on a pu observer. Donc, en parole dirigée, vous avez les différentes épreuves ici, que vous allez coter. À chaque fois, on a la cotation de l'épreuve et on peut ajouter des précisions optionnelles, notamment les types de bégayage qui sont prédominants. Donc ici, on va juste cliquer en fait sur la bonne réponse. Pour la dénomination d'image et l'invention de phrase, c'est le même fonctionnement. Donc je vais vous le montrer sur l'invention de phrase. Donc vous avez toujours la consigne à donner au patient. Et pour la passation de la dénomination et de l'invention de phrase, il va y avoir les images qui déroulent sur l'ordinateur. Et nous, on va cliquer sur 0 s'il n'y a pas de bégaiement, 1 si le bégaiement est peu tendu et 2 s'il est tendu ou très tendu. Le fait d'avoir mis des chiffres, ça permet aux patients de ne pas voir si on coche, par exemple, tendu, etc., ce qui peut être déroutant pendant la passation. Donc, on clique sur démarrer et là, on va venir indiquer à chaque fois. Donc là, vous ne voyez pas ce que je fais sur mon clavier, mais je clique sur 0, 1 ou 2 en fonction du mot et du bégaiement que j'ai entendu dans la parole du patient. Donc voilà, les images vont défiler. Pour la dénomination, les mots ont été pensés en fonction de leur longueur, du phonème initial et de leur fréquence pour que ce soit appareillé. Dans le bégaiement apparent en parole dirigée, on va retrouver aussi une partie sur un récit oral. Donc ici, ce n'est pas coté, mais c'est plutôt pour nous analyser affiner notre analyse du bégaiement en parole spontanée. Et ça permet aussi de voir si le patient il est à l'aise ou pas pour développer un sujet pendant plusieurs minutes. Donc ça, c'est la précision optionnelle qui va apparaître juste ici. Donc on demande au patient de raconter ce qu'il veut et on voit un petit peu comment ça se passe. Pour la lecture, donc ici, on va avoir un texte qu'on peut imprimer ou alors qui est dans le livret matériel, donc déjà en version manuscrite. Je clique sur démarrer et nous, va apparaître sur notre écran le texte sur lequel on peut cliquer soit une fois sur un mot pour indiquer qu'il y a un bégaiement peu tendu, soit 2 fois. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le bégaiement était tendu ou très tendu. Si un mot a été oublié, on coche ici la case rouge. Et voilà. Donc ça, pendant que le patient a, lui, le texte en version normale devant lui. On peut aussi ajouter s'il y avait un type de bégayage prédominant et un commentaire. Pendant toute la partie du bégaiement apparent et l'entretien de fin de bilan qu'on va voir juste après, on vous propose d'effectuer un enregistrement audio ou vidéo du patient s'il est d'accord. Ça permet aussi de voir une comparaison par la suite et vous d'affiner votre analyse si besoin, notamment quand on commence à prendre en main le bilan ou quand on est débutante dans l'accompagnement des personnes qui ont un bégaiement, ça peut nous aider. Donc là, c'est exactement la même chose que pour le bégaiement ressenti, la classe d'intensité, le tableau de synthèse. Je retourne en arrière. Donc, ensuite, on va avoir les habiletés de communication. Donc là, pour le coup, ce n'est pas à remplir en présence du patient. C'est nous qui allons le remplir juste après en fonction de ce qu'on a pu observer de ces habiletés de communication. Donc, c'est un questionnaire comme un QCM où on va cocher pour chaque habileté est-ce qu'elle était adaptée ou pas. Et si ce n'était pas le cas, plutôt dans quel sens? Par exemple, sa posture, est-ce qu'elle était adaptée ou il y avait plutôt une rigidité ou des mouvements incessants? On a élaboré ce questionnaire à partir de la littérature, donc des questionnaires déjà existants ou de la littérature sur le bégaiement, mais aussi d'autres questionnaires portant sur les habiletés de communication dans d'autres domaines. Donc, on va avoir les habiletés d'expression avec, dans la première colonne, les habiletés non verbales, ensuite les habiletés paraverbales et conversationnelles, et dans un deuxième onglet, les habiletés d'écoute. On va avoir ici le tableau de synthèse, pareil, que l'on peut imprimer. Hop. Donc, l'onglet plurilinguisme, donc, comme le disait Nadia, on propose de le faire plutôt dans un deuxième temps pour ne pas allonger la durée du bilan, mais ça va être quand même au même endroit. Et donc ici, on va retrouver à la fois une évaluation du bégaiement ressenti et des informations plus sur l'histoire de la personne avec ses langues. Et ensuite, 2 épreuves d'analyse du bégaiement apparent en parole dirigée, qui sont les mêmes que pour le français, mais juste qu'on va pouvoir réaliser dans sa langue.
Pour le bégaiement ressenti, c'est exactement la même mise en forme que dans l'épreuve de bégaiement ressenti par rapport au français en général. La seule différence, c'est qu'ici, on va avoir aussi des échelles, mais celles-ci, elles ne sont pas étalonnées. C'est plutôt pour avoir une représentation chiffrée qu'on va pouvoir comparer ultérieurement avec d'autres bilans. Et donc, ça donne une idée à la fois de comment le patient situerait son bégaiement dans chacune de ces langues, mais aussi en dessous, sa gêne dans chacune des langues. Donc voilà, là, en tout cas, ça se remplit exactement de la même manière. Pareil pour la dénomination, à la différence qu'ici, on va juste coter est-ce qu'il y avait un bégaiement ou est-ce qu'il n'y en avait pas, selon notre observation. Et à côté, on va venir préciser est-ce qu'il nous semblait peu tendu ou tendu, très tendu dans l'ensemble. Et on va aussi demander au patient de nous indiquer ce qu'il en pense pour avoir une représentation plus juste de son bégaiement dans sa langue. Je reviens en arrière. Et on arrive donc à l'entretien de fin de bilan, qui concerne en fait le projet de soins principalement. On va d'abord demander au patient si son bégaiement apparent était représentatif de son bégaiement au quotidien, ce qui va donner une indication de est-ce que finalement ça va être fiable ou pas aussi notre analyse à ce moment-là. Et ensuite, on va projeter donc le projet de soins. Est-ce qu'on veut mettre en place des séances individuelles, des groupes, et quels sont les objectifs du patient pour le soin ensemble. Donc ici, par exemple, oser se rendre à un entretien d'embauche, être capable de dire son prénom, etc. Hop. Une fois qu'on a rempli tout ça, on va pouvoir du coup télécharger le compte-rendu qui s'est généré automatiquement. Hop. Est-ce que vous voyez c'est bon, vous voyez le compte-rendu? Parfait. Donc, ici, on a opté pour un compte-rendu qui se rédige plutôt qu'une extraction de score. Donc, vous allez avoir pour chaque partie les éléments qui ont été renseignés dans la plateforme. Donc, par exemple, contexte de vie, vie avec son frère, les antécédents familiaux. Je ne sais pas si je vais... non. Les antécédents familiaux, nous retrouvons des antécédents de bégaiement dans sa famille, son grand-père et son père. À boire apporte des antécédents de paroles rapides dans sa famille, sa cousine, pouvant éventuellement évoquer la présence d'un bredouillement. Donc là, dans la plateforme, on avait rentré qu'il y avait des antécédents de bégaiement et de paroles rapides, et donc ça va nous générer ça. C'est pareil pour la suite. À partir du bégaiement ressenti, ici, on va avoir aussi les scores aux échelles qui vont apparaître. Donc, par exemple, pour la première phrase ici, qualité de vie et bégaiement. Donc, Abois, donc c'est le nom du patient, considère que son bégaiement a un retentissement de 8 sur 10 sur sa qualité de vie et qu'il occupe une place dans ses pensées à hauteur de 10 sur 10. Donc voilà, ça nous donne un compte-rendu avec tous les éléments. Ça, je le passe. Donc, je descends dans le bégaiement à part. Donc, et à la fin, vous allez avoir donc, la classe d'intensité du bégaiement ressenti, ici avec son score. Et pareil pour le bégaiement apparent et les habiletés de communication. On a pensé les mots du compte-rendu avec des patients pour que ce soit au plus juste aussi pour eux. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, on a fait le choix d'inscrire classe d'intensité du bégaiement plutôt que classe de sévérité qui pouvait être mal vécue par les patients. Bégaiement apparent, donc ici, on va avoir les scores qui se sont calculés automatiquement et aussi le pourcentage de bégaiement tendu ou très tendu dans cette épreuve. Donc, par exemple, ici, pour le langage automatique, le score était de 2 sur 12 mots avec bégaiement, dont 100% de bégaiement tendu ou très tendu. C'est très important d'avoir aussi ce pourcentage parce que ce n'est pas uniquement la fréquence du bégaiement qui va qualifier le bégaiement de la personne, son bégaiement apparent. On a aussi besoin de savoir finalement le niveau de tension pour l'apprécier au plus près. Vous allez avoir aussi justement les options qui étaient à droite qui vont apparaître. Donc, par exemple, son bégaiement est principalement caractérisé par des blocages. Je descends. Pour l'analyse du bégaiement en parole spontanée, ici, donc, ça va retranscrire finalement ce que vous avez rentré dans le questionnaire qui se faisait sans le patient, où on va retrouver tous les scores qui n'étaient pas égaux à 0. Donc, finalement, toutes les disfluences ou les modifications vocales, etc., que vous aurez repérées, on va les avoir ici avec le score que vous aurez attribué entre 0 et 5. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, donc je vais y retourner juste après. Ça m'y fait penser. Pour les habiletés de communication, donc pareil, vous allez avoir ce que vous avez rempli. Je descends parce que c'est la même chose ensuite. Et la conclusion, par contre,
Vous allez avoir une première phrase avec les classes d'intensité du bégaiement ressenti et apparent, mais la conclusion est à remplir quand même par vous-même pour que vous puissiez ajouter ce qui vous semble important à indiquer dans cette conclusion-là. Et vous allez avoir le projet de soin qui apparaît. Voilà. Donc, suite aux échanges durant le bilan de ce jour et aux résultats obtenus, le patient a décidé de débuter un accompagnement orthophonique, puisque c'est ce qu'on avait coché sur la plateforme. Et donc, on a convenu donc, de quel rythme et de quels objectifs. Je vais retourner sur la plateforme pour le bégaiement apparent en parole spontanée, vu que je ne voulais pas montrer. Hop, donc c'est juste là. Ici, c'est le questionnaire donc, à remplir pour évaluer son bégaiement en parole spontanée. Vous allez avoir les 5 domaines mentionnés par Nadia tout à l'heure, donc les disfluences, je descends, les bruitages, les tensions physiques, les bruitages parasites, les modifications vocales et en dessous les modifications articulatoires. Et vous allez cocher entre 0 et 5. Donc 0, ça veut dire que cet item-là était complètement absent dans sa parole et 5, qu'il était très présent. À votre avis, à combien se situait le bégaiement du patient dans sa parole? Tout est détaillé dans le manuel d'utilisation si vous vous questionnez sur qu'est-ce qu'une hésitation, qu'est-ce qu'une interjection, etc. Mais vous avez aussi la possibilité de regarder des petites vidéos qui vous permettent d'avoir une illustration finalement de à quoi peut ressembler une interjection, une répétition de mots, etc. dans la parole d'un patient. Donc, vous cliquez sur le petit œil et ça vous ouvre ma tête en grand. Et vous allez pouvoir avoir, je vais juste remettre le son, hop, un exemple en fait. J'ai préparé des pâtisseries pour ma famille hier après-midi. J'ai l'impression que quand j'étais au lycée, mon bégaiement a forgé mon humour. Donc voilà, sachant que c'est les mêmes exemples qui sont aussi décrits après dans le manuel d'utilisation avec une explication un petit peu différente. Voilà, et les définitions évidemment. Donc ça vous permet de savoir un petit peu à quoi ressemble chaque disfluence et de voir le côté au mieux. Voilà pour la plateforme. Et donc, juste pour le bilan de renouvellement, c'est exactement la même chose, à la différence que les questions ouvertes vont être différentes puisqu'elles seront adaptées à un bilan de renouvellement pour évaluer les changements, etc. Par contre, les questions de score qui permettent d'aboutir à une classe d'intensité du bégaiement ressenti et apparent sont identiques entre tous les bilans pour pouvoir les comparer justement de manière fiable. Dans le compte-rendu, vous allez avoir un compte-rendu qui se génère de la même manière, mais je vais juste descendre un petit peu pour vous montrer. Là, par exemple, voilà, parfait. Pour la gêne selon les situations de parole, vous allez avoir la comparaison avec les scores du précédent bilan. Donc, soit si c'était le bilan initial, soit si avant, il y avait déjà eu un bilan de renouvellement, ce qui permet justement aux patients de voir aussi les changements et que ce soit écrit. Donc, par exemple, parler de soi, là, actuellement, il est à 0 sur 10, alors que c'était 4 sur 10 lors du précédent bilan, etc. Donc, voilà, ça, c'est la vraie différence qui apparaît dans le compte-rendu. Sinon, c'est pareil, une génération automatique en fonction de ce que vous aurez entré. On a fait le tour, je pense, pour la plateforme. On va maintenant pouvoir prendre un petit temps autour de vos questions si vous en avez. En tout cas, on est super heureuse de pouvoir partager ce moment et cette batterie avec vous, parce que c'était une grande expérience et on est contente de pouvoir le montrer aujourd'hui. Donc, je vais revenir juste sur le temps. Si on peut revenir sur le... Allez. Ok, est-ce que, alors soit du coup dans le chat et puis je les lirai à voix haute, soit si vous avez des questions, et ben vous désactivez votre micro et puis vous pouvez les poser en direct à Ilona, Nadia ou moi-même. Vous avez aussi le droit de ne pas avoir de questions, hein, c'est jamais... Je veux bien commencer, j'en ai 3. Ah ouais, c'est parti. Alors, ma première question, Nadia, tu as dit, on commence par quand on le fait en 2 fois, on commence par le bégaiement ressenti. J'aimerais bien que tu expliques pourquoi. Alors, déjà, dans le bégaiement ressenti, au début, il y a toute l'anamnèse. Ça évolue doucement vers le bégaiement ressenti. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez commencer par le bégaiement apparent, mais pour moi, c'est beaucoup plus important quand on reçoit le patient, de parler de comment il vit son bégaiement que de compter, là, vous avez bégayé. Et justement, ce qu'on veut lui apporter on veut qu'il sorte du bilan en sachant
qu'on va pas uniquement travailler sur les disfluences. Donc, je pense que si on fait le bégaiement apparent le premier jour, pour moi, ça sera pas positif dans l'évolution du suivi, en fait. Et ça va pas Ça donnera changer. un peu une couleur, ouais. Ça donnera un peu une couleur aussi à la suite. Exactement. Mais par contre, ça ne changera pas les scores. Si vous préférez faire comme ça et vous estimez, vous avez le droit, ça ne changera pas le bilan, en fait. Et d'ailleurs, dans tout le bilan, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. On n'a pas un ordre spécial à suivre. On peut enlever plein de questions si on veut, si on trouve ça trop long. On peut enlever toutes les questions qui n'aboutissent pas à un score. Et à partir du moment qu'il n'y a pas de score, on peut enlever la question, on peut les déplacer aussi. Bon, nous, on le pratique depuis quelques temps. Donc, si le patient il répond à une question, on sait que c'est la page suivante, on ne va pas lui reposer la question. On peut, quand on s'habitue au bilan, on peut très bien le faire dans l'ordre qu'on veut, en fait. D'accord. Et juste, je pense aussi par rapport au fait de réaliser le bégaiement ressenti dans un premier temps, pour les patients, par rapport à tout ce qu'on a pu échanger aussi avec des patients, ça permet vraiment d'instaurer un lien de confiance et de commencer plus par une discussion, une mise en lien et mettre des mots aussi sur tout ça, plutôt que de commencer directement par de la dénomination d'images, etc., qui est très éloignée finalement de leur quotidien et de la relation avec nous. Et donc, ça permet aussi ça, que le patient se sente plus en confiance aussi pour la suite et de lui permettre de voir les épreuves plus comme un moyen d'avoir une meilleure compréhension aussi de sa parole, etc., mais sous l'éclérage de tout ce qui a pu être dit avant. Une façon d'objectiver aussi. Mais je partage complètement, parce que les patients adultes sont déjà tellement dans l'idée qu'on est en train de les évaluer, de les juger, que si on commence aussi par ça, voilà. Ouais. J'avais ma deuxième question, si je peux me permettre j'aurais eu besoin, parce que en écoutant, en regardant la démonstration, j'avais plein de personnes en tête. À partir de quel âge vous parliez des ados? À partir de quel âge? Alors, ça, on en parlait tout à l'heure, justement. C'est un bégaiement adulte parce que tout l'étalonnage a été fait à partir de 18 ans. Donc, pour la validité statistique, on ne peut pas prendre un ado de 14 ans ou 15 ans. Personnellement, moi, je le fais passer à tous mes ados, en fait. Mais par contre, il faut changer les questions du début, évidemment. On reçoit les parents quand on a les ados, donc on va rajouter les questions d'anamnèse. On va avoir tout cet échange avec sur le passé, son enfance, etc., qu'on n'aurait pas. Donc, mais les scores, alors l'autre petite précision, c'est que comme les scores n'ont pas été validés statistiquement, moi, j'ai un chiffre, il m'intéresse, je le garde dans mon dossier, je peux même le mettre dans le compte-rendu, mais je ne vais pas pouvoir dire qu'il a un score de 91, donc ça veut dire bégaiement modéré, parce que ça n'a pas été fait. Mais c'est prévu, en fait, dans un deuxième temps. Ça n'a pas été fait encore. Voilà, c'est ça. Et voilà, mais je pense que c'est 14-15 ans. Et alors, deux petites précisions là-dessus. Je l'ai déjà fait avec des ados tout seuls, de 16 ans, 17 ans, il n'y a aucun souci. Mais j'ai déjà fait aussi avec des ados un peu plus jeunes et à côté de leurs parents. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que ça permet d'échanger sur tous ces sentiments et ces émotions et comment vit l'adolescent devant ses parents. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien de poser ces questions quand ils sont là. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je dirais juste si le patient est d'accord quand même. Ouais. On va quand même le laisser choisir ce qu'il veut faire avec ou sans ses parents. Mais, ouais. Non, mais sinon, je rejoins tout ce que tu as dit. D'accord. Bon, ce serait encore un autre débat. J'ai vu tout à l'heure un jeune qui est en 6e et ses parents ont compris le bégaiement le jour. C'est une famille où on parle correctement français et on reprend quand c'est pas correct. Et où le jour où leur fils a dit « mais papa », et ils ont dit « mais arrête de dire « mais papa », et il a éclaté en sanglots en disant « mais j'arrive pas à dire autrement ». Voilà. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette situation, ils m'ont dit ça a été le point qui nous a fait comprendre à quel point le bégaiement était présent et le faisait souffrir, quoi. Donc, des fois, même quand ils sont moyennement d'accord, je pense qu'il y a des questions qu'on peut éviter aussi, mais c'est intéressant aussi que les parents entendent. Oui, tout à fait. Et ma dernière question, et je ne veux pas me monopoliser, je n'ai pas eu l'impression, mais je l'ai reçue et je n'ai pas regardé, on ne parle plus de bégayage,
Est-ce que c'est un mot que vous n'avez pas utilisé? On l'utilise dans le manuel. On l'utilise pas mal. On l'a pas utilisé aujourd'hui. Alors, donc, Ouais. vas-y, En fait, c'est juste qu'on l'utilise quand même. Il est d'ailleurs dans le glossaire à l'intérieur du manuel d'utilisation. On va considérer que c'est juste que là, on ne l'a pas utilisé quand on a montré la passation du bégaiement apparent en parole spontanée, parce que quand on note les disfluences, il n'y avait pas uniquement des bégayages qui étaient indiqués. C'est-à-dire qu'il y avait certaines disfluences qui pouvaient être des disfluences naturelles de la parole, et on va voir un petit peu comment on les cote, mais du coup, les bégayages sont aussi intégrés dans cette partie-là, mais pas que. C'est pour ça qu'on a inscrit le terme disfluence à cet endroit-là. Mais quand on parle de bégayage, on parle de bégayage. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, ça donne envie. C'est vraiment joyeux comme passation de bilan, honnêtement. C'est sur des sujets parfois douloureux pour les personnes, mais en tout cas, le fait que ce soit vraiment axé sur leur ressenti, ils se sentent aussi vraiment accueillis et du coup, ça crée un moment d'échange qui est très chouette. Oui, bien sûr. Bon, tant mieux. On sera ravis d'avoir vos retours. Écoute, alors, un petit bonjour spécial à Nadia parce que j'ai eu le plaisir de la voir comme enseignante au DU des troubles de l'attention. Oui, bonjour à toi aussi. J'ai eu le plaisir de t'avoir comme élève au DU. Donc. Merci. Bon, merci beaucoup, Marie, pour ces questions très pertinentes. Vous ne me voyez pas, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole et poser une autre question en coupant le micro? Oui, moi j'ai une question. Je suis Camille. Je voulais demander, en fait, moi, quand je reçois un adulte qui bégaye, souvent, il parle spontanément de son bégaiement, de ce qui peut être difficile pour lui, etc. Et donc, j'ai ma trame et en général, j'écris tout en vrac au début de ma trame, tout ce qui vient tout seul. Et j'ai beaucoup de mal à mettre dans les bonnes questions, ce qui rend des fois le compte-rendu long à écrire après. Et du coup, je voulais savoir comment vous faites, du coup, avec cette batterie-là, vous, pour cocher aux bons endroits et en même temps laisser le patient s'exprimer, être dans l'échange. Alors, ouais. En tout cas, après, je pense que selon aussi chaque patient, ça va être différent, mais pour répondre quand même à ta question, ça dépend. En fait, quand on a pris en main la batterie de l'EBRA, on sait où sont les questions, etc. Donc, quand le patient nous partage quelque chose, on sait où l'écrire. Et du coup, moi, je vais dans le bon endroit et j'écris en fonction de ce qu'il me dit. Pour certains patients qui vont déborder de choses à dire et beaucoup enchaîner, où j'ai pas forcément le temps d'y aller, dans la plateforme, vous verrez que dans les documents qui sont imprimables, on a aussi intégré un document qui regroupe uniquement les échelles à côté dans le bégaiement ressenti. Donc, on a enlevé toutes les questions ouvertes, en fait. On a juste laissé les échelles. Et ça peut permettre, moi, je trouve, pour certains patients qui, justement, viennent partager des choses un peu dans tous les sens, de prendre mes notes à côté et de remplir, en fait, plutôt les échelles sur ce document. Mais par contre, c'est que comme je trouve ça très pratique, quand même, la rédaction automatisée du compte-rendu, ouais. Dans ce cas-là, en général, je trouve ça quand même plus rapide d'aller remettre dans la plateforme aux bons endroits pour avoir le compte-rendu. Mais la plupart du temps, quand même, je trouve qu'une fois qu'on a pris en main la plateforme, on sait où aller chercher, vu qu'il y a les onglets en haut, et du coup, on peut aller remplir plus facilement. Et ça permet aussi de rebondir sur ce que dit le patient et de venir compléter. Et du coup, c'est intéressant aussi pour lui de ne pas forcément juste tout dire d'un coup, mais plutôt de venir en discussion sur les différents éléments qu'il partage. Et donc là, ça nous facilite aussi la prise de notes à ce moment-là. Oui, je vais juste rajouter que personnellement aussi, si le patient a plein de choses à raconter, je ne vais pas le couper non plus et dire attendez, je vais vous poser une autre question. Je ramasse tous ces éléments. C'est pareil, je connais bien le bilan, je peux l'écrire ailleurs. Si je ne tourne pas la page, je l'écris là où c'est et je vais le mettre au bon endroit après. Mais je pense que la priorité, c'est d'entendre ce qu'il a à dire, le patient, au moment où il a envie de le dire, en fait. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Merci Camille. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite poser une question? Ami, je vois que tu lèves la main. J'avais une petite question pour des patients qui arrivent avec une plainte de bégaiement, mais qui en fait, on se rend compte que c'est plutôt du bredouillement. Comment on retombe sur nos pattes? Alors là, normalement, vous devriez avoir dans l'échelle de bégaiement apparent, vous allez avoir coté des problèmes de débit, des problèmes d'intelligibilité, d'accélération, d'articulation. Et ça, d'ailleurs, c'est marqué dans le manuel, comment interpréter les résultats. Donc, normalement,
ça va vous orienter vers un bredouillement. Si c'est bien rempli à ce niveau-là, au niveau des disfluences. Ce qui est vraiment, on en parlait aussi tout à l'heure avec Ilona, nous, on est fans de notre bilan et on l'utilise tout le temps et on l'utilise avec des patients qui bredouillent aussi, c'est-à-dire que moi, je fais passer quasiment les mêmes questions pour évaluer le score du bégaiement apparent ressenti en changeant les mots et en utilisant bredouillement aussi. Ça, parce que c'est, on va peut-être pas l'utiliser, mais pour un bilan de renouvellement, on peut très bien parler de bredouillement. Alors là aussi, les scores, ils sont pas validés. Donc, on peut pas peut-être le mettre dans un compte rendu, mais c'est bien, c'est intéressant pour nous et ça nous montre beaucoup de choses. Mais voilà, donc on devrait pouvoir faire le diagnostic et voilà. Ouais. Je sais pas si Oui, c'est ça. Et du coup, par rapport à ce que disait Nadia, par rapport au manuel d'utilisation, il y a toute une partie sur le diagnostic différentiel, justement, et avec des tableaux qui permettent de voir si dans telle partie de l'évaluation du bégaiement ressenti, le patient a répondu plutôt ça nous oriente plutôt vers un bégaiement masqué, vers un bredouillement, vers un bégaiement, vers une échodysphémie. Et donc, ça peut permettre aussi, nous, d'affiner notre diagnostic si on n'est pas trop sûr. Mais après, en effet, c'est quand même, il y a beaucoup de questions en commun, donc finalement, on peut quand même l'utiliser facilement aussi avec les personnes qui ont un bredouillement, quitte à, si on le souhaite, utiliser aussi un petit peu, il y a une batterie de bilan qui existe, enfin, c'est pas vraiment une batterie, je sais pas. Enfin, il y a un bilan du bredouillement qui est accessible en ligne, donc on peut l'utiliser et ça peut permettre de compléter, si on le souhaite, avec des épreuves plus ajustées au bredouillement. Mais pour le bredouillement ressenti, ce serait vraiment presque pareil, ouais. C'est quoi la batterie Merci de beaucoup. bredouillement? Je crois que ça s'appelle évaluation du bredouillement. Ouais, c'est ça. Enfin, je crois qu'il y a Comme pas ça. Batterie d'évaluation du bredouillement, ouais. c'est Tu ça. peux taper ça sur Internet et c'est les travaux d'Émilie Desportes qui sont accessibles librement. Alors, il y a une question là sur le compte rendu. Est-ce qu'il est possible de le modifier? Donc là, ça, c'est évidemment qu'il va falloir le modifier. C'est pas seulement qu'il est possible, mais il est sûrement indispensable. Parce que comme au début aussi, on ne sait pas très bien comment remplir les cases. On peut se tromper de personne ou mettre un pronom ou des choses. On va faire des petites erreurs au niveau de l'écriture dans les petites cases. Et si on met un il alors qu'il fallait pas mettre de il, il y aura peut-être 2 il dans le compte rendu. Donc, il faut un peu nettoyer le compte rendu une fois qu'on l'a reçu, encore une fois qu'il est généré, et peut-être faire des modifications, peut-être changer un peu la ponctuation, des espaces, des petites choses comme ça qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir aussi écrire la conclusion. Et donc, tu veux parler de la transformation Oui, du coup, donc là, en effet, j'imagine que cette question, c'est parce qu'on a vu qu'il était en PDF. Alors, j'en profite pendant que tu cherches pour préciser que la version Word va sortir prochainement. Que là, pour l'instant, parce que c'est énormément de travail apparemment pour la plateforme, donc on a une version PDF. Mais d'ici quelques temps, tu as une idée de quand, Quentin? On imagine d'ici quelques mois. Après, je ne préfère pas trop m'exprimer, mais en tout cas, c'est sûr. D'ici quelques mois, ça sortira en Word. Mais en attendant… Avec plaisir, Camille. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aura une autre question? On arrive gentiment à la fin, même si on est disponible pour les questions. Moi, j'ai juste une réflexion. Je trouve magnifique qu'il y ait justement cette question sur le ressenti. Et en fait, faudrait qu'on arrive dans tous nos bilans à avoir ces questions-là parce que je connais bien le travail d'Ilona et on est sur les mêmes lignes de partenariat. À partir du moment où on veut vraiment que le patient soit partenaire, c'est là-dessus qu'il va falloir avancer sur des outils, tous les outils fonctionnels, mais tous les outils de ressenti, parce que ça permet d'entamer ce dialogue qui nous donne des éléments, et en plus, quand c'est comme ça, bien ciblé, vous l'avez travaillé, et je crois que si on avance là-dedans en orthophonie, on va gagner des tas de trucs. Ça, c'est mon opinion. Voilà. Merci Ilona et Nadia. Merci Mireille. Merci à toi.
qu'il y aurait une toute dernière question. Sinon, je vais faire, en attendant que quelqu'un se prépare pour une question, je fais une petite présentation. Je vais mettre ma tête, ça fera plus concret. Une petite présentation, on va dire, plus pratique de l'outil. Donc, il est disponible depuis quelques jours sur Ortho Édition. Il est au prix de 185 €. Quand vous l'achetez, vous avez donc tous les livrets qui ont été cités en papier qui vous sont envoyés et l'accès instantané à la plateforme numérique qui n'est pas limité en nombre de patients, si la question peut se poser. Je clôt cette parenthèse. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à dire ou est-ce qu'on s'en tient à là? Est-ce que le webinaire sera réécoutable? Marie, tu es fan du webinaire, tu veux l'entendre une deuxième fois. J'aime beaucoup l'idée. Et oui, j'ai enregistré le webinaire, donc vous aviez une petite indication. Donc, je vais juste mettre quelques jours à le remonter pour enlever quelques parties dessus. Mais oui, ce sera bien disponible en replay sur la page d'Ortho Édition et sur les réseaux sociaux. Super. Merci. Merci à vous, merci pour vos commentaires, merci Ami pour ton commentaire, merci Inès également, et puis bonne installation, bon début de carrière aussi. Alors, il y a une question du coup de logo 11 sur lequel je vais peut-être te laisser répondre. Je suis en dernier, enfin c'est plus une remarque. Il y a une autre question sur l'ado. Si j'ai bien compris, une version ado est en cours, une idée du temps avant la diffusion. Alors, non, on n'a pas trop d'idées pour le moment. Ouais. On aimerait développer cette version-là parce que ce serait complémentaire de la version adulte. Et puis, en fait, il n'y aurait pas beaucoup de différence non plus. Ce serait plus un réajustement des questions ouvertes, notamment dans la partie bégaiement ressenti. Mais il faudrait aussi réétalonner, du coup, à la fois le bégaiement ressenti et apparent. Donc, ça va forcément prendre du temps parce qu'il va falloir qu'on réalise de nouvelles études. Ouais. Mais en tout cas, bon. Là, ça ne va pas être dans les prochains mois. Non, ça ne sera pas dans les prochains mois, ça mais c'est sûr. peut-être dans les prochaines années, en tout cas, le temps de mener les études pour valider tout ça. Je pense que c'est depuis 2 ans. Voilà. Combien d'adultes il a été proposé pour l'étude ou pour les, tu veux dire dans la clinique? Pour l'étalonnage, pour permettre l'étalonnage justement des adultes. Ça dépend parce qu'il y a eu 5 mémoires dessus, donc ça n'a pas toujours été le même nombre de patients. Pour le bégaiement ressenti, on avait 50 et bégaiement apparent, il y avait 27 patients, mais 32 orthophonistes, en sachant que les orthophonistes visionnaient parfois plusieurs patients pour faire. Donc, on peut, je crois que c'était 3 fois, donc 27 multiplié par 3 visionnages des patients par 32 orthophonistes. D'accord. Voilà. Et du coup, juste pour revenir aussi sur ce qui avait été dit au début par rapport à ça, donc il y a une fiabilité qu'on soit expérimenté ou pas en bégaiement, mais du coup, on a aussi pensé le manuel d'utilisation dans ce sens parce que c'était un de nos objectifs principaux. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'expliciter au maximum justement tout le fond, quel est l'intérêt de chaque question, comment on peut analyser les choses, etc. Donc, ça permet aussi de s'y référer par rapport à ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté. Tous vos commentaires, Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires sur l'outil, si vous l'achetez, à nous faire remonter vos retours positifs ou négatifs. Merci d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.